petit coup de sonnette, nous entrons chez Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Les deux figures de l'art abstrait ont créé toute leur vie et ont travaillé pour la postérité. Et cette fois, c'est chose faite. Leur sublime maison-atelier ici à Antibes, devenue fondation, ouvre enfin au public. Entre léguer son art et l'art de léguer, c'est une double piste qu'on explore dans Point Culte. Bonjour Thomas Schlesser. Bonjour. Ici, on est vraiment dans le salon d'Hartung et Bergman. C'était le living room de Hartung et Bergman ici. C'est un endroit très apaisant, notamment parce qu'il y a des très très belles fenêtres avec des ouvertures sur l'extérieur qui sont extraordinaires. On poursuit la visite? Oui. Hans Hartung a dessiné cette maison avec la complicité de sa femme, Anna-Eva Bergman. Et c'est vrai que c'est une maison absolument magnifique. Elle a été terminée en 1973, cette maison. Quel était l'objectif finalement? C'est vivre, travailler, les deux? C'était évidemment les deux. C'était d'entretenir d'abord, je dirais, des sociabilités, d'avoir vraiment un beau cadre de vie pour accueillir. Mais surtout, c'est vrai, c'était un lieu qui était destiné à la peinture. C'était ça qui comptait avant tout. Et les ateliers sont? Les ateliers sont en contrebas. Dès le départ, finalement, quand ils ont conçu cette maison, c'était pour abriter et conserver et faire durer leur œuvre. Je ne suis pas sûr qu'au début, ils avaient cette idée-là. Je pense que c'était vraiment plutôt un lieu pour travailler, mais au fur et à mesure, et notamment après leur mort, on s'est aperçu que les espaces étaient tels qu'il y avait de quoi en faire une maison qui soit une maison dédiée à leur mémoire. Cristiano Isnardi, votre regard d'architecte, quel a été le geste d'Hans Hartung au départ ici? C'est important de dire que le projet, c'est de couple. C'est un projet de couple et ça se lie aussi à la vie des artistes. Ils ont construit des maisons toutes les fois qu'ils sont restés ensemble. Donc quand ils étaient jeunes, à Minorque, quand ils se sont retrouvés à Paris, comme je dis, et à la fin de leur vie, ici. Et donc on a trouvé une ligne, c'est la ligne des contreforts qui Hartung a voulu réaliser, construire, pour, comme il dit dans son autobiographie, attacher la maison au terrain. Et donc on a pris cette ligne, cette idée de contrefort, et on a fait devenir l'élément principal du bâtiment. Pour construire un nouveau bâtiment accueillant le public et pour modifier ces ateliers, en réalité, en faire un lieu d'exposition? Exactement. Rien n'a bougé? Rien n'a bougé, c'est comme si Hans Hartung était encore là, comme s'il était mort hier, mais on est vraiment dans l'état où était l'atelier quand il produisait jusqu'en 1989. Avec la chaise roulante, hein, puisqu'il avait perdu sa jambe à la guerre. En tout cas, ici, on comprend bien la peinture abstraite gestuelle. Hein. Comment est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai, parce que en fait, c'était des grandes débauches de couleurs. Il utilisait notamment ces sulfateuses de jardin, là, qui normalement servent à traiter la vigne ou l'olivier. Il mettait de la couleur dedans, et puis simplement, avec une pression et avec la mécanique du geste, eh bien, il faisait des tableaux pleins de couleurs, pleins de vie, pleins de gaieté, pleins d'entrain, et qui débordent un peu sur les murs. Juliette Persillier, on présente souvent Hans Hartung comme le pionnier de l'abstrait lyrique et gestuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'abstraction lyrique, c'est une abstraction par opposé à l'abstraction géométrique qui se décrit par quelque chose de très émotionnel, donc vraiment un geste qui jaillit sur la toile. Donc là, on a par exemple une œuvre assez emblématique de Hartung qui s'appelle une palmée, qui est faite dans les années 50. Vous avez constitué cette exposition avec les archives qu'il a laissées ici. Il conservait énormément de choses. Hein. Oui, alors toute sa vie, il a conservé à la fois ses œuvres, puisqu'il avait la volonté de garder un panorama de toute sa création, mais également les archives, donc ça va du ticket de caisse à l'agenda et également les photographies qu'on peut voir ici, des photographes qui sont venus le prendre en photo et il a conservé des exemplaires pour la postérité.
Donc elle était à la fois finalement, là on est dans son atelier, hein, vraiment, oui. Elle était à la fois méditerranéenne et toujours nordique. Oui, elle a toujours gardé ce rapport à la Norvège très très fort, même en habitant dans le sud de la France. Et justement, quand il s'installe à Antibes, elle développe tout un ensemble de thèmes qui sont vraiment inspirés du paysage méditerranéen, que ce soit les vagues ou même très étonnamment les pluies, parce qu'elle n'est pas du tout habituée aux grosses pluies orageuses du sud. Mais en même temps, comme on peut le voir ici, elle reste très très inspirée par le paysage nordique. Ils ne travaillaient pas du tout ensemble. Jamais. Non, ils ne travaillaient pas ensemble. Ils avaient pris soin justement d'avoir chacun leur atelier qui était même physiquement séparé dans 2 bâtiments différents. Par contre, tous les jours, après leur journée de travail respective, ils se rendaient visite l'un l'autre et regardaient ce que l'un avait réalisé et choisissaient parmi les œuvres du jour lesquelles étaient leurs préférées, qu'ils n'avaient pas le droit de vendre. Il aimait beaucoup la tête de veau à la sauce gribiche, comme Jacques Chirac. Il était de l'après-midi. Le matin, il allait dans le bureau, il revenait. Après, il se changeait, il allait nager à la piscine. Et après, l'après-midi, il descendait travailler à l'atelier. Le petit déjeuner, c'était du thé. Et ensuite, il buvait un petit peu de vin. Quand il travaillait. Le gravlax. C'est une recette qu'Anna Eva Bergman m'a appris à faire. Là, on entre dans un endroit très particulier. C'est le tombeau avec les urnes funéraires. Ils sont là? Oui, ils sont là. Ce sont leurs 2 urnes funéraires, celle de Bergman, celle de Hartung. J'ai vraiment voulu concevoir un endroit qui soit un paroxysme de l'émotion et qui leur rende vraiment hommage jusqu'au bout. Ils avaient peur de la mort? Non, je crois pas. Non, ils n'avaient pas peur de la mort. Ils savaient en tout cas que leur postérité serait assurée. Leurs 2 dernières œuvres de leur vie.